Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et en ce moment. Je vous retrouve à nouveau dans un autre cadre encore. J'aime bien changer d'environnement en ce moment pour vous tourner les vidéos. Et puis, j'aimerais vous parler d'un sujet dont j'entends énormément parler, qui génère énormément de questionnements. Donc je vais débuter la vidéo en vous parlant des questionnements que je reçois. On va prendre la vidéo à l'envers. Et ensuite, je vais apporter différentes typologies d'éclairage. Alors, c'est vrai que ça fait quelques années maintenant qu'on fait cette aventure ensemble sur cette chaîne YouTube. Si vous avez suivi un petit peu l'aventure, on a quand même beaucoup parlé de personnalité, d'ego et d'identité sur cette chaîne. Et c'est vrai qu'au fil du temps, et au fil aussi des accompagnements que je peux faire aussi en présentiel, et bien, il y a de plus en plus de personnes qui se rendent compte, qui ont des prises de conscience par rapport à leur personnalité, par rapport à leur ego, et qui se rendent compte que, en fait, ils étaient piégés par leur ego, mais ils ne le savaient pas encore, notamment lorsque cet ego se spiritualise et devient de plus en plus subtil. On peut parfois s'identifier à tout ça sans le savoir. Et quand on commence à se rendre compte qu'on s'était identifié à tout ça, ça fait un petit peu bizarre. Ça fait un petit peu l'effet d'une douche froide et on ne sait plus trop sur quel pied danser. Et c'est alors que je reçois beaucoup de questions. J'ai essayé de les lister un petit peu, mais il y en a plein d'autres encore. Souvent, on va me demander, d'accord, ok Charlotte, maintenant j'ai compris ce qu'était l'ego, mais maintenant j'aimerais savoir comment on fait pour agir sans ego. Comment on fait pour se détacher de l'ego. Comment on fait pour savoir si là, dans l'instant, là où est-ce que je suis là dans l'instant, est-ce que moi je suis dans mon ego ou est-ce que moi je suis animée par quelque chose de plus profond? Est-ce que c'est mon âme qui insuffle toutes mes actions, toutes mes idées, ou est-ce que je suis téléguidée par la personnalité qui finalement se joue de moi et joue un petit peu le personnage de l'âme? Et on va commencer à se poser des questions un petit peu comme ça. Et puis c'est vrai qu'au milieu de tout ça, on n'y voit plus très clair. J'ai aussi des personnes qui vont me demander comment savoir, comment différencier une intuition, un élan, une aspiration profonde d'un désir égotique. Comment savoir faire la différence entre les deux? Comment savoir si là, je suis pas en train de me faire berner à nouveau? Parce que parfois, la personnalité peut avoir de très beaux dessins, hein, notamment un dessin spirituel, un dessin d'élévation, un dessin d'ouverture de conscience. Mais derrière, on se rend compte que c'était la personnalité qui animait tout ce dessin, alors que ce dessin en lui-même, il était beau en fait. D'ailleurs, dans le mot dessin, c'est marrant, puisqu'on retrouve un dessin, mais aussi le dessin. Et finalement, ça en dit long sur les amalgames qui peuvent avoir lieu à l'intérieur de nous et le manque finalement de clarté intérieure qu'on peut parfois avoir, le manque de discernement. Moi, toutes ces questions me font toujours penser au discernement. Et ils me font aussi toujours penser à quelque chose qui, à mon sens, n'a pas été entendu et que j'aimerais vous proposer dans cette vidéo. Je vous conseille d'essayer de l'écouter jusqu'au bout. Je vais faire de mon mieux pour cheminer dans cette vidéo à travers différentes perspectives, différentes visions proposées pour permettre peut-être de se tranquilliser enfin avec cette personnalité, cet ego, cette identité à laquelle nous nous identifions tant d'ailleurs. Et c'est vrai que l'ultime question que je reçois très souvent, c'est comment se débarrasser de tout ça en fait. Comment guérir de notre ego? En fait, quand je n'aurai plus d'ego, je serai en paix. Et comment faire avec tout ça dans l'instant? Ici, la première chose que j'aimerais vous rappeler, c'est déjà de qui parlons-nous, parce que c'est vrai que pour beaucoup de personnes, l'ego, c'est confondu souvent d'ailleurs avec le mental. Il y a beaucoup de confusion en termes de terminologie, tout simplement. Déjà ici, quand je vais vous parler de l'ego, pour moi, il y a des synonymes à ce mot. On parle également de personnalité et on parle également d'identité. Et l'ego va se façonner à travers différentes facettes, qu'on va appeler des facettes de personnalité, et que moi j'aime à appeler des petits personnages. Voilà, c'est une manière aussi ludique de l'aborder, parce que tout ça c'est simple en fait, et c'est compréhensible par des enfants, mais c'est vrai que parfois on s'est un petit peu emmêlé les pinceaux avec toutes les notions. Alors l'ego, la personnalité, c'est façonné à travers notre expérience de vie, donc depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, on vit des expériences, des épreuves, des situations, on s'incarne dans un pays particulier, dans un environnement particulier, dans une généalogie aussi particulière. Et tout ça façonne notre identité. À travers les différentes expériences que nous vivons, on façonne des qualités, des défauts, des expressions de nous-mêmes qui sont d'ailleurs très multifactorielles. De manière très grossière, on pourrait dire l'ego c'est un petit peu la somme de nos qualités, de nos défauts, mais aussi de ce qui nous plaît moins, nos centres d'intérêt,
ce qui nous passionne, mais aussi tout ce qui va être objet à identification. Donc pour certaines personnes, ça fait partie de leur personnalité, leur métier, leur statut social, la qualité qu'ils ont en tant que membres d'une famille, par exemple s'ils sont parents, s'ils ont des frères et des sœurs. On va s'identifier à un ensemble de paramétrages qui sont très liés à toutes les formes de notre vie. Donc quand je parle des formes de notre vie, je parle de tout ce que nous vivons au quotidien dans ce monde, tout simplement. Et ici, la personnalité, c'est la somme de tout ça, justement. Alors, ce n'est absolument pas un problème. Je dis souvent, quand je parle de personnalité, je pense souvent aux enfants, et aussi aux animaux, et aussi aux végétaux, et aussi à tous les êtres qui, ici, foulent ce sol, et qui disposent tous d'une personnalité, puisque jusqu'à preuve du contraire, deux chiens de la même espèce n'ont pas forcément les mêmes comportements. Deux enfants du même âge ne sont pas forcément similaires. Tous les êtres qui foulent ce sol sont dotés d'une certaine individualité, qui leur confère d'ailleurs une étincelle unique, et qui leur confère d'ailleurs un joyau magnifique qu'ils sont venus offrir au monde à travers une expression. Et c'est ce qu'il y a d'ailleurs de poétique et de beau dans la personnalité, c'est que ce sont comme des... Moi j'aime à le voir comme plein de petits joyaux, qui certes ne sont pas forcément polis sous tous les sens du terme, si vous voyez où je veux en venir, mais comme plein de petits joyaux qui finalement s'offrent au monde et sont uniques. Et c'est la beauté de la personnalité quelque part que d'être dans cette intention divine, que d'offrir finalement cette étincelle divine à travers le joyau de la personnalité, c'est-à-dire à travers une expression qui est unique en elle-même. Comme je prendrai souvent l'image d'un joli ciel étoilé, une soirée d'été, quand vous voyez ces constellations là ici, la grande ours, toutes ces partitions lumineuses dans le ciel avec toutes ces étoiles, finalement ce qui rend la partition si belle, c'est que toutes ces étoiles sont les unes avec les autres et forment cette partition collective. Mais si on voyait les étoiles de plus près, on se rendrait compte qu'elles sont toutes uniques et qu'elles ont toutes leur propre étincelle de vie. Et en fait, on est vraiment à l'image de tout ça, nous ici sur Terre. D'ailleurs, le ciel nous est montré pour qu'on comprenne mieux ce qu'on fout ici, sur Terre. Le dessin céleste nous est montré, mais c'est pas toujours évident de le transfigurer ou tout du moins de le comprendre d'un point de vue analogique pour nos vies quotidiennes. Donc la personnalité, tout le monde en est doté, tous les êtres qui foulent ce sol, en tout cas ici par rapport à ce dont je parle, et la personnalité en soi n'a jamais été un problème, puisque les animaux n'ont pas de problème jusqu'à preuve du contraire, les enfants en bas âge non plus, mais les adultes souvent ont un peu plus de soucis et vont parfois, d'un point de vue un petit peu maladroit, mettre ça sur le coup de la personnalité. Alors qu'en fait, d'un certain point de vue, la seule chose qui s'est produite avec la personnalité n'est pas la personnalité en elle-même, mais c'est tout un processus d'identification à la personnalité. Dit autrement, on s'est un petit peu pris pour la personnalité. On va avoir des qualités, des défauts, et on va parfois s'identifier à tout ça. Par exemple, un exemple tout bête, je vais entendre des personnes me dire « moi tu comprends Charlotte, dans ma vie c'est compliqué parce que je suis amenée à parler en public et je suis timide. » Mais je suis timide. La timidité, c'est pas ce que tu es, c'est un trait de ta personnalité, effectivement, mais ça ne te définit en aucun cas. Et il y a des personnes aussi qui, du coup, par la suite, vont ne pas faire certaines actions, ne vont pas répondre à certaines aspirations profondes, justement, parce que dans leur personnalité, il y a des écrans de fumée, quelque part, où il y a des aspérités qui leur semblent être des obstacles par rapport à ce qui leur est demandé à faire. J'ai plein d'exemples comme ça où on va par exemple avoir des inspirations profondes et se dire tiens, moi je me verrais bien créer ce projet. J'ai cette idée là ici, j'aimerais la manifester. Il y a plein de personnes comme ça qui ont des belles idées et qui ont parfois du mal à les manifester parce qu'entre l'idée et la manifestation, il va y avoir un petit processus identificatoire souvent qu'on va mettre sur le coup de la personnalité qui n'est en aucun cas le problème. Au milieu de tout ça, on va se dire ah non, je suis pas capable. Je ne suis pas capable. Donc voici un trait de caractère qui en fait n'est absolument pas ce qu'on est. Et on pourrait totalement s'affranchir de tout ça en fait. On pourrait tout à fait se dire oui, peut-être que cette pensée a émergé à l'intérieur de moi, mais enfin bon quand même, mon expression divine ne se limite quand même pas à ça. Je suis quelque chose de plus grand que ça finalement. Même si là dans l'instant, ces pensées émergent et à l'intérieur de moi, dans ce corps mental, et ces pensées me laissent à penser qu'il y a des expressions contraires ou qu'il y a des problématiques que je pourrais rencontrer vis-à-vis de ma personnalité pour la mise en œuvre de ce projet, mais on pourrait quand même à un moment donné se dire enfin bon quand même, je ne suis pas tout ça.
Mais le souci ici qu'on rencontre avec la personnalité, c'est un joli serpent qui se mord la queue en permanence. C'est qu'en fait, vu qu'on est rentré dans un processus d'identification à la personnalité, c'est-à-dire qu'ici on s'est pris pour le personnage et pour ses différentes facettes, donc on s'est totalement identifié à nos qualités, nos défauts, nos expériences de vie. J'entends aussi beaucoup de personnes me dire, si je vous donne un autre exemple, moi aujourd'hui je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, parce que tu comprends, dans mon passé j'ai vécu des expériences qui ont brisé ma confiance. Parce que voilà, j'ai osé à un moment donné de ma vie me faire confiance, et puis en fait j'ai été trahie, j'ai été humiliée, et puis du coup aujourd'hui j'ai plus confiance en moi. Et c'est à cause de tout ça. Donc on va s'identifier de la même manière à notre passé, mais finalement le passé c'est aussi ce qui nous confère cette sensation de personnalité, puisque la personnalité prend racine et prend ancrage dans toute cette expérience terrestre que nous connaissons du point de départ, la naissance, jusqu'à aujourd'hui à l'instant où on se parle. Donc à chaque fois qu'on va s'identifier à un paramétrage de notre vie, finalement sans le savoir, on va s'identifier à la personnalité, puisque la personnalité est profondément rattachée à cette expérience terrestre. Et souvent, on va par la suite mettre des expériences de vie comme expression dans le présent, comme étant des limites ou des freins à des expériences que nous aimerions vivre dans le présent. J'entends également des personnes me dire, moi tu comprends, vu que je suis née dans une famille où il y avait très peu de revenus, on a vécu dans une certaine, pas une précarité sociale, mais disons que j'ai pas eu beaucoup de choses dans mon enfance. Et c'est vrai que du coup aujourd'hui j'ai un problème avec l'abondance. Voilà. Et c'est quelque chose que j'entends très souvent en fait, des causes à effet comme ça qui sont reliées et qui en fait ne sont absolument pas vraies d'un certain point de vue, même si elles peuvent en apparence l'être. Et le problème avec tout ça, c'est qu'on va s'identifier à tout ça. On va le prendre pour vrai parce que dans la matière, cela semble être vrai, effectivement, l'illusion est forte. Et puisqu'on va prendre tout ça pour vrai, on va le valider par le faisceau de nos pensées. Donc nos pensées, elles sont dans le corps mental, abréviation on appelle ça le mental. Quand on va avoir des pensées comme ça qui émergent à l'intérieur de nous et qui valident ce genre d'identification, donc tout le processus identificatoire va être validé par la pensée, et puisque nous, cette pensée, on y croit, et qu'on la valide, parce qu'en apparence c'est vrai. Je suis confrontée, moi personnellement, à des personnes dans la matière qui me disent « mais j'ai un vrai souci avec l'abondance, Charlotte, je ne suis pas en train de l'imaginer. En fait, moi dans ma réalité, je galère avec l'argent, j'ai pas beaucoup de revenus, c'est pas quelque chose que je m'invente en fait, c'est quelque chose que je vis et que je rapproche à un milieu social dans lequel j'ai grandi. » Et moi je vais vous dire, mais c'est justement parce que tu fais ce rapprochement-là, et que tu t'identifies et que tu relis finalement ce que tu vis à un autre point, entre ces deux points, il y a une liaison, et cette liaison, c'est le processus identificatoire. Et en fait, sans le savoir, par le processus de la pensée, tu vas maintenir en vie cette expérience du passé au présent. Et puisque la pensée est créatrice, tu vas donc maintenir l'environnement dans lequel tu as grandi sans le savoir. Et c'est quelque chose qu'on fait énormément, en fait. Et par la suite, c'est là où on va me dire, du coup, la personnalité, c'est mon problème. C'est le personnage, mon problème. Mais moi, je vais toujours vous dire, mais enfin non. C'est le lien que tu maintiens en vie entre ton expérience X, Y, Z, ta personnalité, tes facettes de personnalité X, Y, Z, tes défauts, tes qualités, et ce que tu vis au présent. Et c'est ce lien, ici, qui est finalement l'erreur, façon de parler. Ou finalement ce que tu as bâti sans le savoir, et de manière assez grossière, tu vas mettre la faute sur ta vie, ensuite tu vas mettre la faute sur la personnalité, mais en vérité, tu ne vois que très rarement le lien que tu maintiens sans le savoir à travers tout ton faisceau de pensée. Ces liens identificatoires, certains les appellent des croyances, certains liens peuvent devenir d'ailleurs des croyances. C'est tellement fort que c'est hyper ancré. J'avais récemment une personne comme ça en présentiel qui me disait mais en fait Charlotte, je comprends tout ce que tu racontes, ça me paraît clair en fait, c'est simple à comprendre et j'ai vraiment envie de le mettre en pratique, sauf que tu vois, je ne suis pas capable. Je disais, c'est-à-dire en fait je suis nulle, je vais pas y arriver, je suis pas quelqu'un, d'ailleurs je suis pas quelqu'un qui mérite d'y arriver. Et je lui disais, mais d'où ça vient tout ça enfin? Et puis là elle me dit, oui tu comprends, dans ma vie j'ai toujours été écrasée, j'ai toujours été prise pour la dernière roue du carrosse, on m'a jamais considérée. Et c'est quelque chose qui a tellement été revécu, et que je vis encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai une profession où tout le monde m'écrase. Je vais être femme de ménage, je vais être à la caisse d'un supermarché, je vais être... Vous savez, toutes ces professions, les gens on les voit même plus d'ailleurs. Il y a des personnes qui voient même plus les caissiers.
qui voient même plus les femmes ou les hommes de ménage. Et c'est des professions où on est transparent, où on ne calcule plus. Et ça peut donner cette impression que finalement on n'a pas le droit d'exister, en fait on mérite même pas de vivre. Et cette personne ne se rendait pas compte qu'en fait, elle s'était tellement ancrée à l'intérieur d'elle que par la suite, elle le projetait sur tout. Donc, elle le projetait sur ce que j'étais en train de lui expliquer, elle le projetait sur toute sa vie. Et vu qu'elle le projetait sur toute sa vie, du coup, elle le validait sans cesse. Et du coup, elle passait son temps à le créer sans cesse. Et elle était elle-même, sans le savoir, en train de créer la vie qu'elle ne méritait pas à vivre dans l'instant. Sans comprendre et sans percevoir plus en profondeur que ce qui maintenait cela en vie n'était pas ce qu'elle avait vécu dans son passé, ni les souffrances de sa vie, ni d'ailleurs ce présent si chaotique en apparence. Ce qui maintenait tout cela en vie était tout le lien, le processus identificatoire auquel elle avait donné tant de validité et tant de crédit toute sa vie. Donc j'ai expliqué à cette personne, tu vois, toi dans ta vie, le point de départ pour toi, ça va consister à commencer à prendre conscience de toutes ces pensées qui émergent à l'intérieur de toi au quotidien et qui viennent à te dire que tu mérites pas, que tu vas pas y arriver, que t'es pas assez. Et tu vois, quand tu entends ces pensées-là, déjà c'est une bonne nouvelle. Parce que si tu les entends, c'est que déjà à l'intérieur de toi, vous êtes deux. Il y a la pensée qui fait un bruit et il y a un observateur qui entend et qui perçoit. Et ça, c'est déjà énorme d'un point de vue de la conscience. Et du coup, c'est aussi pour ça que je le dis ici, parce que souvent les questionnements qu'on me pose sont le reflet d'êtres qui ont déjà conscience de la personnalité. Avoir conscience de la personnalité, c'est aussi avoir conscience de ses pensées. Évidemment, ici, chez cette personne, on parle du petit personnage masochiste, au passage. Déjà, juste avoir conscience des pensées, avoir conscience des émotions, avoir conscience de la personnalité, c'est déjà un pas gigantesque. Mais le problème, c'est que souvent quand on commence à avoir conscience de tout ça, on va par la suite se dire, on va faire un raccourci. On va se dire, du coup, c'est à cause de la personnalité, c'est à cause de la pensée, c'est à cause de l'émotion. Mais ici, on va tourner en rond si on pense comme ça. Et c'est souvent là où je vous perds, chez la majorité d'entre vous. C'est à ce moment-là que je vous perds. Parce que c'est pas la pensée qui vous fait tourner en rond. C'est pas l'émotion qui vous fait tourner en rond. C'est pas le personnage qui vous fait tourner en rond. Et c'est pas en se demandant d'ailleurs est-ce que je pense bien ou mal, ou est-ce que je suis dans le personnage ou dans mon âme, que ça viendra résoudre le problème, parce que comment le savoir ? C'est encore une pensée en fait. À l'instant où je me pose une question, je suis déjà en train de penser. Donc comment résoudre une pensée par la pensée ? Mais on peut pas en fait. On fait fausse route, et on tourne en rond souvent. Et ce genre de questionnement nous enferme et nous fait très mal au crâne d'ailleurs au quotidien et nous rend un petit peu aigris aussi, nous rend un petit peu impatients, peut nous rendre intolérants, peut nous rendre aussi beaucoup dans le jugement vis-à-vis des autres et même parfois envieux de toutes ces personnes sur Terre qui ne se posent même pas ce genre de questions et qui semblent sans aucun problème être totalement collées sur leurs pensées, leurs émotions et leur personnalité sans que cela semble ne leur procurer aucune sensation de mal-être ou de problématique en apparence. Mais en fait, on ne regarde pas au bon endroit, depuis le départ. Et c'est toujours ça d'ailleurs, la beauté d'un processus initiatique, c'est qu'il nous invite toujours à remettre en question nos perceptions. Je dis souvent aux personnes que j'accompagne, si vous arrivez dans un cul-de-sac comme ça, et que vous tournez en rond, c'est que c'est une invitation à remettre en question ce que vous voyez. C'est que forcément vous voyez mal. Mal, façon de parler. C'est qu'ici, il est possible peut-être de venir retourner la vision encore. Et de venir encore proposer une autre clé de lecture, plus libératrice, parce qu'à chaque nouvelle clé de lecture, on ne dit pas que c'est une vérité, on dit juste que c'est une manière de le percevoir qui va nous approcher de quelque chose qui, en profondeur, rayonne avec notre cœur, rentre en résonance avec la profondeur de ce qu'on est, et non pas nous en écarte sans cesse. Quand on passe sa journée à se demander comment faire avec mon personnage, comment résoudre mon problème de personnalité, comment résoudre toutes ces pensées, où est-ce qu'on est à ce moment-là, quand on se questionne comme ça, quand on est comme ça dans son quotidien? Où se trouve-t-on? Finalement, quand on est comme ça, on se trouve exactement à l'endroit où on n'aimerait pas être. C'est-à-dire qu'on se trouve dans les pensées, on se trouve dans les émotions, et on se trouve dans les personnages. Je dis souvent aux personnes, mais enfin, si vous passez votre temps à vous questionner sur le personnage, à observer vos personnages, à fliquer vos personnages, à essayer par tous les moyens de les déceler, de les débusquer, de les identifier, de les étiqueter, de mieux comprendre comment ils fonctionnent, de ceci, de cela. Mais où êtes-vous pendant tout ce temps ? Pendant que la vie suit son cours, pendant que les feuilles des arbres tombent, pendant que les oiseaux batifolent dans les arbres, où êtes-vous à ce moment-là ? Bien, vous pouvez être assis sur la terrasse d'un café et en même temps ne pas être vraiment assis à la terrasse d'un café.
Vous pouvez être assis face à un coucher de soleil magnifique et en même temps pas tout à fait être en train de regarder, ni d'expérimenter, ni de vivre ce que ce coucher de soleil est en train de vous faire vivre dans l'expérience. Je dis d'ailleurs souvent aux personnes que j'accompagne, avez-vous déjà fait l'expérience de partir en vacances ? Concrètement dans la matière, hein, je pars en vacances, mais je ne suis pas en vacances. Et pourtant, je suis au bout du monde. J'ai rien à penser. Le cadre est magnifique et c'est extraordinaire en fait. Mais je ne suis pas là. En fait, je ne suis pas vraiment en train de goûter, ni vraiment en train de vivre à cette expérience. Je ne suis pas vraiment en train de l'expérimenter en profondeur. Et d'ailleurs, souvent, on va me dire « Ah, les vacances sont passées trop vite ». Mais forcément qu'elles passent vite. Parce que si tu n'es pas en train de vivre tes vacances et que tu te relis à la pensée, aux émotions ou aux petits personnages qui t'habitent, tu te retrouves dans des réalités parallèles. Et dans les réalités du personnage, dans les réalités des pensées, ces réalités-là, c'est comme si elles accéléraient la vie. C'est comme si on se mettait comme si on se câblait sur des faisceaux temporels qui accélèrent les choses. Mais en vérité, ça n'a jamais accéléré, c'est juste que nous n'étions pas là. Et donc on a l'impression que nos journées sont très courtes, parce que finalement, quel est le degré, quelle est l'ouverture, quel est le pourcentage que nous passons à expérimenter vraiment cette journée ? Combien de temps dans la journée j'ai vraiment été en train de vivre cette journée ? Quand je suis dans mes pensées, suis-je en train de goûter à cette expérience qui se décline sous mes yeux ? Eh bien la réponse est non. Alors si à chaque fois que je jump dans une pensée et que je m'identifie à tout ça et que je me perds à l'intérieur de tout ça, si finalement tout ça, ça veut dire que je ne suis pas en train de vivre l'expérience parce que je suis ailleurs, bah finalement, à la fin de la journée, je vais avoir l'impression que ma journée est passée très vite. Et je pense qu'on n'a même pas besoin de partir en vacances pour se rendre compte de ça. On a juste besoin d'être dans son quotidien. Et beaucoup diront, oui, c'est de la faute de mon métier, ça passe trop vite parce que ça me passionne, ou parce que c'est pas intéressant, ou parce que ceci, ou parce que cela. Mais en vérité, c'est pas exactement ce qui se produit. Donc, est-ce que le problème, c'est l'ego ? Est-ce que le problème, c'est la pensée ? Est-ce que le problème, c'est l'émotion ? Ou est-ce que le problème, il est ailleurs ? Dans la perspective que je propose ici, et ça fait longtemps que j'en parle, mais là ici j'en parle sous un autre angle, ce que je propose de conscientiser peut-être aujourd'hui pour certains, c'est de se dire mais enfin, tout cela a bien le droit d'exister. Si cette personnalité existe, c'est peut-être pas pour rien. Si toutes ces pensées existent, c'est peut-être pas pour rien. Et si toutes ces émotions existent, c'est peut-être pas pour rien non plus. Et si cette illusion de la séparation existe, parce qu'après j'entendrai « oui mais bon ces pensées-là sont négatives, celles-là sont positives, oui mais bon moi j'ai des défauts, des qualités », donc je vais entendre par la suite des personnes me parler de la dualité de la séparation, qui vont me dire dans le fond c'est ça le problème. Mais si l'illusion de la séparation elle existe, c'est peut-être pas pour rien non plus. Et si nous apprenions à nous rendre compte que si tout cela existe, c'est peut-être pas pour rien. Alors est-ce qu'on viendrait à chercher des solutions pour arrêter tout ça ? Si on se rendait compte que tout cela était utile, si on se rendait compte que tout cela était au service d'un apprentissage plus grand, était au service de nous élever en direction de plus grand, était au service de nous aider à recouvrer notre nature véritable, est-ce que du coup on passerait notre temps à nous dire « Ah, il faut vite que je trouve une solution pour que tout cela s'arrête, pour m'en débarrasser ?» Parce que derrière la question de « Est-ce que c'est ma personnalité ou est-ce que mon âme ?» Moi j'entends « La personnalité c'est le problème, il faut que je m'en débarrasse. » Avec l'âme c'est mieux. Hein. Et puis suivre une intention c'est quand même meilleur que de suivre le personnage. Mais enfin, c'est quoi cette façon de penser dans le fond ? Cette façon de penser dans le fond est partie du principe que le personnage c'était mal et que l'intuition c'était bien. Que l'âme c'était bien et que la pensée c'était mal. Cette façon de penser est bâtie entièrement, dans son entièreté, sur l'illusion de la séparation. Et c'est ça le problème. Si on arrêtait de penser depuis le prisme de cette illusion-là, on pourrait peut-être rencontrer certaines formes d'évidence. Notamment, une évidence simple à entendre serait de se dire « Mais en fin de compte, si tout cela est là, c'est peut-être pas pour rien. » Alors moi, aujourd'hui, je le vis comme un fardeau, parce que être dans mon personnage, franchement, c'est un fardeau dans mon quotidien. Être parasité par toutes mes pensées, franchement, c'est un fardeau dans mon quotidien. Avoir une montagne russe émotionnelle au quotidien, franchement, c'est un fardeau aussi. Donc moi, derrière, je me suis dit, tout ça, c'est un fardeau, il faut que je l'arrête. Mais depuis le point de départ, peut-être que j'ai mal regardé. Et peut-être que j'ai projeté sur une expérience une identification à nouveau.
Mais peut-être que cette expérience en elle-même n'était pas là pour ça au point de départ. Peut-être que cette expérience en elle-même, elle était là pour m'enrichir de quelque chose que peut-être je n'ai pas encore perçu, que peut-être je n'ai pas encore entendu. Mais peut-être qu'il pourrait être facilité dans la perception si j'arrête déjà d'alimenter l'idée que cela est un problème. La personnalité n'est pas le problème. L'identification à la personnalité n'est pas le problème. Le personnage n'est pas le problème. La pensée n'est pas le problème. L'identification à la pensée, qu'on va appeler une croyance, n'est pas le problème. L'émotion n'est pas le problème. La vie dans son entièreté n'est pas le problème. Le problème est dans la vision que nous avons de tout cela. Nous avons ici appris sans le savoir, et c'est quelque chose qui est totalement ancré à l'intérieur de nous. Nous avons appris sans le savoir et sans cesse à penser le monde dans lequel nous vivons à travers un tableau Excel de plus et de moins. Et on a appris sans le savoir à ranger sans cesse ce qui nous effraie, ce qui nous déstabilise, ce qui nous pose problème dans la colonne moins, et à ranger sans cesse ce qui nous fait du bien, nous émerveille, nous facilite la vie dans la colonne plus. En pensant la vie comme ça, on ne peut pas s'élever en direction de ce que nous sommes, puisque ce que nous sommes est l'expression de l'unité. Et l'unité n'est pas la dualité. Et c'est justement parce que nous pensons sans cesse de cette façon-là que nous restons sans cesse dans cette illusion dans laquelle nous baignons. On me dit souvent, oui, mais pourquoi mes problèmes ne viennent pas à se résoudre? Ou pourquoi un problème se résout un petit peu, puis après j'ai de nouveau le problème? Ou pourquoi un problème semble se résoudre, mais un autre apparaît? Mais le problème c'est ça, mais le problème c'est ça, mais le problème c'est ça. Et on passe la vie à se dire, mais le problème c'est ça, mais ensuite c'est ça, mais ensuite c'est ça, mais ensuite c'est ça. Et puis un jour on se rend compte que on a fait le tour des problèmes, mais que le problème est toujours là. À chaque problème, on va coller des solutions éventuelles. Et on va dire, la solution, c'est ça. Ensuite, je vais essayer ça. Ensuite, je vais essayer ça. Ensuite, je vais essayer ça. Mais on ne remet jamais en question le fondement même de cette manière de penser. Ici, j'invite peut-être à se dire, mais et si je remettais en question, plus en profondeur encore, le fondement même de ma pensée? Sur quoi est bâti ce système de erreur-solution? Il est bâti sur l'illusion de la séparation. Une erreur négative, une solution positive. Mais c'est justement parce que je pense comme ça, et parce que je m'identifie à ça, que je reste ici. Parce que sachez que la plus grande identification derrière tout ça, qu'est-ce qu'on entend de plus profond encore, et c'est une souffrance que beaucoup d'êtres portent en leur cœur, c'est qu'il y a en leur cœur un élan massif à venir s'élever en direction de ce qu'ils sont vraiment. Certains vont me dire, mais moi j'aspire à la paix, Charlotte, en fait. Je veux juste la tranquillité. Est-ce que c'est possible dans cette vie? Moi j'aspire juste à l'amour, en fait. Et j'aimerais que ça débute par moi. C'est-à-dire juste déjà m'aimer moi-même. Et puis évidemment aimer les autres, ça serait quand même mieux. J'entends tous les préceptes chrétiens, ou tous les préceptes bouddhistes, ou tous les préceptes spirituels, où on parle toujours de l'amour de son prochain. Mais en fait, moi je n'y arrive pas. Déjà, j'arrive pas à m'aimer moi-même. Moi, tu vois, dans mon cœur, je sens mais vraiment une aspiration à me rendre utile, à servir, à vraiment être à ma juste place, et à sentir que depuis cette juste, donc il y a une notion de justesse, depuis cette juste place, j'aimerais pouvoir offrir ce que je suis venue offrir. Dit autrement, j'aimerais donner un sens à ma vie. Qui n'a jamais eu à un moment dans sa vie où il a fait une pause et s'est dit, mais purée, ma vie manque de sens. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette équation. Et les plus beaux témoignages que j'ai pour ma part en présentiel viennent des personnes qui ont tout dans la matière, ont vraiment coché tous les tableaux et toutes les cases, ont eu la réussite financière, la réussite professionnelle, la réussite familiale, toutes les réussites, et ils ont tout coché. Et puis ils me disent, mais en fait, ça ne va pas. Dans le fond du fond, il y a quelque chose qui cloche. Je ne sais pas ce que c'est, mais je ressens un vide à l'intérieur de moi. Je me sens toujours en état d'incomplétude. Il y a ce vide que je cherche sans cesse à remplir. Sauf que je le remplis de solutions, je le remplis de désirs, je le remplis de plaisir, je le remplis de choses qui sont éphémères et impermanentes. Et quelque part, cette sensation de satiété est toujours là.
Et à force de me remplir, ça me rend de plus en plus avide. Et finalement, je suis à vide. Et vous voyez cette aspiration-là dont je vous parle à travers 1001 verbes, cette aspiration-là, à reconnecter avec ce qu'on est en profondeur. On peut l'appeler bien comme on veut, on peut bien le sentir bien comme on a envie, on peut bien le percevoir chacun à notre manière, mais ici, il serait peut-être temps de comprendre qu'on parle tous de la même chose. Cet élan naturel à aller s'élever en direction de ce qu'on est, ce que nous sommes, est dans l'unité. Ce que nous sommes est non seulement dans l'unité, mais en plus dispose de plein de qualités que nous cherchons sans cesse dans la matière, telles que le détachement, telles que la joie, telles que l'amour, telles que l'émerveillement. Toutes ces qualités-là que nous cherchons dans la matière sont des qualités de l'esprit, qui ne fait qu'un. Et nous ne réalisons que très rarement que toute la manière avec laquelle nous pensons notre vie quotidienne est sous l'emprise de cette illusion permanente que nous faisons d'eux. Mais l'illusion, elle n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de prendre tout cela pour vrai. Et en plus, par la suite, de défendre chacun son petit objet de valeur. Parce que par la suite, vu qu'on s'identifie à tout ça, on va entendre « Oh, la méditation, c'est super. Par contre, le chamanisme, c'est nul. » Ah, là, j'ai rencontré telle personne, vraiment super thérapeute. Ah, par contre, avant, j'avais rencontré un thérapeute, il faisait la même chose, mais en fait, c'était pas ça, c'était vraiment naze. Et bien, vous voyez cette façon-là de penser la vie, et de la valider sans cesse. Et en plus, on la valide aussi par le verbe, c'est-à-dire que quand on parle, on valide tout ça. Et c'est naturel, en fait. C'est tellement naturel que personne ne remet en question ça, sauf que ce qui nous paraît être naturel est anti-naturel. Ce que nous assimilons à être naturel, c'est-à-dire à être l'expression de notre nature, est finalement l'expression de ce qui nous dénaturalise, de ce qui nous éloigne sans cesse de notre nature. Si notre nature est telle un soleil qui rayonne dans l'unité, à chaque fois que je vais valider, à travers mon verbe, à travers des pensées, mais la pensée n'est pas le problème, la valider est le problème. Quand j'ai une pensée dans ma tête qui dit « je suis nul » et que je me dis « bah oui, c'est vrai », bien là, qu'est-ce que je viens de faire ? Je viens de valider une illusion de séparation. À chaque fois que je valide une illusion de séparation, je m'éloigne de ce soleil. Parce que si je nourris sans cesse la séparation par mon verbe, mon comportement, mon attitude, et que je ne nourris que très rarement l'équanimité, la neutralité et la perspective divine, eh bien forcément, dans ma vie, je vais sans cesse me rapprocher de ce que je nourris. Et ce que je nourris d'ailleurs est ce qui grandit à travers moi. Donc non seulement je vais le nourrir, donc m'en rapprocher, mais en plus je vais le faire grandir et l'ensemencer encore plus à l'intérieur de moi. Si bien que je vais encore plus m'illusionner à croire que c'est moi. Et en fait, sans le savoir, c'est ça que nous faisons avec la personnalité. C'est ça que nous faisons avec le canal de la pensée. Et c'est ça que nous faisons sans cesse avec le canal émotionnel et avec toutes les expériences que nous vivons. Quand on vit une expérience, on ne peut pas s'empêcher de se dire c'est bien ou mal. Et c'est justement ça le problème. C'est même pas de dire que c'est bien ou mal, c'est de croire qu'en fait on a raison. Et que oui, c'est vrai que c'est vraiment pas bien ce qui m'arrive. Ou oui, c'est vrai, c'est vraiment bien ce qui m'arrive. Vous voyez cette certitude qui est derrière ? Je ne parle pas du verbe en lui-même. Je parle de la certitude qui est derrière. Cette certitude-là, c'est l'énergie qu'on envoie à l'intérieur. Et cette énergie qu'on envoie à l'intérieur nous éloigne sans cesse de ce que nous sommes. Et par la suite, on s'éloigne, et on va par la suite me dire « Mais Charlotte, comment on fait pour savoir si c'est l'ego ou si c'est l'âme qui est en train de penser à travers moi ?» Mais vous voyez bien que, du coup, le questionnement même est complètement basé sur cette séparation. Et que répondre à cette question est déjà vous envoyer en enfer. Façon de parler. Enfer pour enfermer, pour enfermement. D'ailleurs, c'est les mêmes mots. Quand je suis en enfer, j'ai la sensation d'être enfermée, d'être bloquée. Et ça, je dirais que c'est quand même un point commun avec beaucoup de personnes que je rencontre. La sensation d'être bloquée, de ne plus savoir comment sortir. On me dit souvent, mais par où on sort ? Souvent, oui, je comprends que tu ne sais plus par où en sortir, parce que tu t'es tellement emmêlé les pinceaux avec tout ça, tu as tellement rajouté de validité et de certitude par-dessus, tu l'as tellement ensemencé, tu l'as tellement validé, tu l'as tellement sauvegardé, tu l'as tellement mémorisé, tu l'as tellement... que en plus, du coup, tu le crées sans cesse, et vu que tu le crées sans cesse, tu le revalides sans cesse. Et à bout d'un moment, t'es enfermé en fait dans une réalité. C'est pas, je vous assure que c'est pas nécessaire de tomber malade et d'avoir une maladie incurable pour réaliser qu'on est enfermé ici.
Il y a plein d'êtres qui, aujourd'hui sur Terre, juste avec le canal de la pensée, réalisent qu'ils sont enfermés. Et je dis souvent aux personnes, passez 8 heures à méditer avec vous-même et on verra qui est l'enfer en fait. Parce que souvent on va me dire d'abord, oui mais l'enfer c'est les autres, oui mais l'enfer c'est la vie sur Terre, oui mais l'enfer, oui mais bien sûr. Tu passes 8 heures en méditation en silence avec toi-même et je pense que tout le monde est ok pour arriver à la conclusion suivante. L'enfer, c'est moi-même. Et je suis enfermée avec moi-même, jusqu'à preuve du contraire. Alors ce petit moi qui se joue de moi, ou qui se joue du grand moi, comment on apprend ici à le dompter ? Déjà en réalisant que ce petit moi n'a jamais été le problème et qu'il ne s'agit en aucun cas de le dompter, ni de lui faire quoi que ce soit. Foutez-lui la paix, dit autrement. Au plus vous chercherez à le dompter, au plus vous serez en train de le regarder. Au plus vous le regardez, au plus vous l'ensemencez. Au plus vous l'ensemencez, au plus vous le validez. Au plus vous le validez, au plus vous le manifestez. Au plus vous le manifestez, au plus vous le revalidez ensuite. Quand est-ce que dans une journée, on peut se dire « Ok, il y a tout ça maintenant. Il y a tout ça. Tout ça fait partie de ma vie. » Bah oui, clairement. Et en fait, ça me fait quand même chier. Mais ça, c'est comme ça, d'accord ? Tout ça fait partie de ma vie. Bien sûr que j'aimerais penser que dans la lumière. Bien sûr que j'aimerais n'avoir que de belles émotions qui me traversent et d'être dans la joie toute la vie. Mais c'est pas ce qui m'est proposé dans l'instant. Alors soit je réalise que toute expérience proposée ici est un dessin dans l'unité qui m'est proposé à vivre dans cette expérience en apparence duelle, et j'apprends à me relier à cette unité qui est par-delà ce plan, et ainsi j'accepte de vivre pleinement et de goûter pleinement aux expériences qui me sont proposées en arrêtant sans cesse de les repousser ou de chercher à savoir qui de la poule ou de l'œuf a pondu en premier. Soit ici je continue à faire ça, et malheureusement je vais continuer ma petite recette comme ça, et ça va m'emmener dans plus d'enfer. Mais tout cela est également très magnifique à voir, puisque d'un autre point de vue, à nouveau, il y a un moment, on est tellement enfermé qu'on suffoque. Et on suffoque tellement fort qu'on n'a plus le choix que d'ouvrir la fenêtre. Et cette fenêtre est une fenêtre de conscience. On ouvre la fenêtre, on passe la tête et on fait « Waouh ! Qu'est-ce qu'il y avait derrière depuis le début ?» J'étais enfermée dans cette prison intérieure. Depuis le départ, je m'étais mis là-dedans, je ne sais même plus comment. Mais quand j'ouvre enfin cette fenêtre, quand l'appel ici intérieur est plus fort et que j'ose enfin pousser cette porte ou cette fenêtre et que je passe la tête à travers, je ne peux que faire « Waouh !» Et ce « Waouh !» est à portée de main et il est à portée de tous. Il s'agit uniquement peut-être ici de commencer par arrêter de penser la vie. Comme dirait ma grand-mère, et ce sera la conclusion de cette vidéo, je vous laisse avec ça méditer. Comme le disait ma grand-mère, la vie est un long bâton de merde dont on suce un petit bout tous les jours. Peut-être il serait nécessaire de méditer là-dessus et de commencer peut-être par se relier à plus grand que ça et imaginer, ne serait-ce qu'un instant, l'incarnation comme une bulle. Et peut-être que cette bulle dans laquelle nous nous trouvons, quand on perce la bulle, il y a quelque chose. Et que ce quelque chose ne fait qu'un. Et que depuis le début, tout ce que nous vivons dans cette bulle vient de ce un. Sauf que quand ce un passe à travers la bulle, de ce grand faisceau lumineux qui est dans l'unité, quand il traverse les parois de ces bulles, parce qu'il y en a plusieurs, d'un seul coup ce un fait 2, puis il fait 3, puis il fait 4, puis il fait 15, puis il fait 100. Et voici l'illusion de la séparation. Mais celui qui a appris à maintenir la vision de l'unité alors qu'il est dans la bulle se rapproche fondamentalement des parois de sa bulle et finit tôt ou tard par la percer. Persévérez. Percez et vous verrez ce qu'il y a juste à l'envers. Donc ici, c'est juste pour dire, à travers tout ce complexe philosophique, on peut partir de cas très concrets et arriver à des choses qui finalement n'ont rien à voir avec comment je vais résoudre mon problème, mais qui ont tout à voir avec comment ce problème m'invite toujours à changer ma perspective. Parce que le seul et unique problème n'est pas le problème en lui-même ou comment je vais le résoudre, c'est que forcément je l'ai mal vu. Parce que si ce que nous sommes est à l'image de Dieu, et d'ailleurs c'est montré et c'est prouvé, il suffit de regarder nos visages pour voir le nombre d'or.
Il suffit de regarder les oreilles pour voir le nombre d'or. Il suffit de voir comment un corps fonctionne, comment cet écosystème, et je veux dire, c'est impressionnant, pour voir dans cette intelligence-là une divinité qui nous habite tous quand même. Si tout est à l'image de Dieu, c'est que forcément, au milieu de tout ça, je sais pas, il doit y avoir un truc collé sur ma tête, collé sur mes yeux, qui m'empêche de voir cette évidence au quotidien. Et ce truc qui est collé sur mes yeux n'est pas le problème. Le problème, c'est que je n'ai pas la foi, le courage, l'idée souvent même, d'imaginer qu'il est possible, malgré ce qui me colle sur les yeux dans l'instant, qu'il est possible, et même souhaitable, d'oser à imaginer qu'autre chose est possible. Et juste par le fait de l'imaginer, juste par le fait d'y croire un tant sous peu, juste par le fait d'ouvrir légèrement son cœur et de se dire « mais enfin bon, et si c'était possible ?» Comme diraient certains, ils ne savaient pas que c'était possible, impossible, et c'est donc pour ça qu'ils l'ont fait. C'est dire la puissance de notre esprit. Donc ici, voilà un petit peu l'invitation que je voulais vous partager à travers cette vidéo. Puissions-nous enfin réaliser que le problème n'est pas ce que l'on croit. Et que c'est peut-être justement ça l'unique problème, c'est que vu que nous croyons que cela est le problème, nous ne regardons pas ailleurs et surtout, nous avons oublié de regarder en direction de ce que nous sommes et nous nous perdons sans cesse en direction de ce que nous ne sommes pas. Là où nous portons notre attention et là où nous sommes. Alors ici, il serait peut-être urgent d'apprendre à maintenir notre regard dans une autre direction, peut-être plus vertueuse, élévatrice, expression de notre nature qui se décline à travers mille et une formes et mille et une manières de l'appréhender, d'en parler, de l'exprimer, de l'imaginer, peu importe ici. Demandez aux enfants, ils vous expliqueront. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.